Salut tout le monde, bienvenue sur Click TV. Vous regardez Pouce, l'émission qui s'intéresse de très près à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mon invité du jour pourrait être votre pote qui vous raconte sa vie, qui vous présente de nouveaux produits, qui vous parle de sa déco. Et bien imaginez que cette pote ait 1 million d'autres potes qu'elle accompagne au quotidien. C'est un peu la vie de Noolita, 1 million d'abonnés sur Instagram et invité de Pouce sur Click TV. Salut Noolita. Salut. Camille Kellen à l'état civil, tu as tout juste 30 ans. Ouais. Tu viens de les fêter 2 jours. à l'heure où on tourne cette émission. Et si je te reçois, c'est pour parler Instagram et influence. Mais d'abord, moi, j'aimerais savoir un truc. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te demandent c'est quoi ton métier ? Maintenant, plus facile qu'avant. J'avoue qu'avant, c'était un peu compliqué. Maintenant, je dis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. C'est quand même beaucoup plus rentré dans les mœurs, donc plus facile de dire ça. Mais c'est vrai qu'avant, je disais blogueuse, pas trop influenceuse. Influenceuse, c'est venu vraiment bien qu'après, le nom influenceuse. Mais maintenant, je dis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je sens que c'est un repoussoir presque chez toi, influenceuse. Pas tellement, en fait. C'est vrai qu'on a englobé un peu tous les métiers des réseaux sociaux dans ce nom, mais je dirais pas que c'est quelque chose de péjoratif ou de négatif, parce qu'on a quand même un but, c'est influencer à l'achat. Les marques font appel à nous pour ça, donc influenceuse, oui, on influence les gens pour quelque chose, que ce soit à l'achat ou dans plein d'autres choses, donc c'est pas vraiment péjoratif, mais c'est juste qu'on a mis tout le monde, tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, sur le même nom, et ça, c'est un peu dommage. C'est hyper intéressant que tu dises ça, parce que moi aussi, j'ai l'impression que c'est des vrais mots fourre-tout, que ce soit créateur de contenu, influenceur. On range derrière ces bannières à la fois Maëva Guénam, toi et McFly et Carlito. Alors on voit bien tout de suite pas du tout la même chose. Que tu fais pas le même métier que McFly et Carlito ou que Squeezie. Je propose pour ceux qui ne te connaissent pas de regarder un petit extrait d'une vidéo que tu postes sur Insta. Ok. She wants a lean, she want the Gucci. I ride with some harness on me, I got the blue cheek. Pull up in a Jeep, I put it on for a G. I want your body, give me slapped up on the front seat. We gon' fuck for an hour, then we gon' move to the back seat. Donc on le voit, ce sont principalement des vidéos de mode. Après, il y a d'autres choses, mais on va en reparler. Je voulais qu'on revienne à tes débuts. Tu t'es lancée en 2014. À l'époque, tu habitais à Bordeaux, tu étais jeune étudiante. Et tu as créé un blog et tu t'es lancée sur Instagram à ce moment-là. Pour parler de mode, principalement. Complètement. Au début, c'était vraiment pour parler de mode. J'avais vraiment un blog, pareil, c'est une plateforme qui est un peu moins présente aujourd'hui, mais à la base, j'étais vraiment sur le blog et je publiais tous les jours sur le blog. J'ai retrouvé des interviews de toi à l'époque où tu disais que tu étais blogueuse. Oui, blogueuse. Par contre, ça c'est sûr qu'il n'y avait pas de terme influenceuse, il n'y avait pas de créatrice de contenu, c'est blogueuse. À l'époque, t'étais blogueur, blogueuse, parce que j'écrivais sur le blog tous les jours, des articles tous les jours. Et à l'époque, il y avait plein de filles qui se lançaient dans ces univers-là. Mais pour toi, ça prend très vite. Qu'est-ce qui fait que tu as eu très rapidement des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés ? En fait, quand j'ai débuté, j'avais commencé sur Instagram à la base avant de créer mon blog. J'ai débuté sur Insta, mais quand j'ai lancé mon blog, j'ai attendu de faire la surprise à mes abonnés sur Insta. J'ai attendu d'avoir 3000 abonnés. Donc j'ai vraiment commencé au tout début. Et en fait, mon blog a très rapidement pris. Mais d'abord le blog, avant Instagram. Et après, je suis venue sur Paris quelques mois après. Et quand je suis venue sur Paris, par contre, ça m'a fait exploser sur les réseaux, vraiment. Il y avait vraiment une différence avant, quand tu étais influenceur, créateur de contenu, en province et à Paris. Il y avait une vraie différence. Il fallait vraiment être à Paris pour qu'on parle plus de toi, pour qu'on te voit plus, quand tu travailles plus avec les marques. Donc ça avait vraiment mon tremplin, c'est quand je suis venue à Paris. Mais il y avait plein de blogueuses à Paris. Qu'est-ce qui a fait ta différence ? Alors, ma différence, je pense que c'est parce que j'étais la petite meuf normale, comme tout le monde. Je fais 1m55. J'étais étudiante. Quand j'étais sur Instagram au tout début, je travaillais encore au Leclerc pour payer mes études. Voilà, c'est ça. Je présentais que des fringues pas chères. C'est toujours ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, les filles, elles venaient chercher le bon plan chez moi. Il y avait pas mal d'influenceuses, mais de blogueuses, surtout à l'époque. Mais il n'y en avait pas non plus tant que ça, pas autant qu'aujourd'hui. Oui, et puis la majorité, en plus, préférait parler de produits de luxe qui faisaient rêver. Luxe, voilà, c'était ça, en fait, la différence. Alors que toi, pour le coup, tu t'es vraiment différencié en parlant de produits cheap. Ouais, complètement. C'est pour ça que les gens sont venus me chercher, c'était pour trouver les bons plans, les produits pas chers, les promos, les offres. Je me suis fait connaître, je pense, pour ça. Du coup, très vite, tu profites de cette notoriété et pour gagner de l'argent, parce qu'à l'époque, on l'a compris, tu travaillais au Leclerc, tu étais jeune étudiante, donc il fallait trouver des sources de revenus à cette activité. Et tu décides d'adhérer très vite à un programme d'affiliation. Alors moi, je trouve que c'est
passionnants, les programmes d'affiliation. Complètement. Parce qu'ils sont ultra présents dans nos vies sur les réseaux, mais on entend très peu parler de ces programmes. Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est déjà présent à la base, même en dehors du métier d'influence, c'est déjà présent pour tout le monde. Quand tu cliques sur une pub sur un site internet, il y a certainement un programme d'affiliation qui est calé derrière. Donc en fait, c'est ce même principe-là, sauf qu'ils l'ont calqué sur le modèle des influenceurs et des créateurs de contenu. Et moi, en fait, je suis rentrée chez moi à un moment donné, quand j'ai vu que j'avais des visites après avoir échangé avec quelqu'un, que j'avais pas mal de visites sur mon blog, je me rendais pas compte, j'avais signé 0 collab avec une marque. Donc vraiment, j'avais jamais rentré d'argent avec ce blog. Mais parce que pour le coup, on entend énormément parler des collaborations. Ah, des collaborations, mais pas de l'affiliation. Ça, pour le coup, c'est très présent. compris par le grand public. On sait que les influenceurs sont payés par des marques pour faire ci. Mais le programme d'affiliation, on en parle très peu. Moi, j'ai tout simplement tapé comment gagner de l'argent avec son blog sur Internet à l'époque. Voilà. J'ai tapé ça, je suis tombée sur le système d'affiliation. Je me suis inscrite sur une plateforme, il en existe plusieurs. Et la plateforme qui est le plus présent pour les créateurs de contenu, ça s'appelle Reward Style. Et je me suis inscrite dessus. Et en fait, le principe, c'est que quand tu parles, avant, tu n'avais pas les stories, tout ça. Donc, quand tu mettais un lien sur ton blog, que les gens cliquaient sur ce lien, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, les gens cliquent sur le lien. S'ils achètent derrière, s'il y a un acte d'achat, tu as une rétrocession de commission. Et voilà, en fait, très rapidement, j'ai gagné de l'argent avec ça. J'ai gagné 300 € le premier mois, 800 €, puis un SMIC, et puis plus, et encore plus, et voilà. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que on a souvent tendance à penser que quand les influenceurs ou quand les blogueurs parlent de tel ou tel produit, on zappe vite. Exactement. Et on va au cœur du contenu, vers le divertissement, etc. Alors que pour le coup, vu que tu as gagné de l'argent, ça prouve bien que toi, quand tu postais un lien, exactement. C'était. Il y a des gens qui cliquaient dessus pour acheter. Et en fait, moi, j'ai basé j'étais en études de com et de commerce juste avant, et j'ai basé mon business là-dessus. Je me suis dit, c'est fou, en fait, je parle de produits et les gens les achètent derrière. Et puis en fait, c'est normal, ça me revient parce que c'est moi qui ai fait la promotion de ces produits-là. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment basé mon business model là-dessus au départ et pas sur les collabs. Et en fait, ça reste toujours ça, c'est que j'ai toujours l'affiliation derrière. Et je me dis toujours, en fait, je gagne ce que j'ai vendu, tu vois. Et c'est vraiment c'est ma sécurité derrière. Ça me permet de ne pas accepter toutes sortes de collabs qu'on me propose et de rester le plus authentique finalement, puisque c'est des produits que j'achète et j'en parle. Et puis si ça se vend, tant mieux. Et puis si ça se vend pas, j'ai pas fait perdre de l'argent à qui que ce soit. Mais c'est une relation très saine, parce que pour expliquer très concrètement, tu postes un lien, si les gens cliquent et achètent, ça te fait de l'argent. Sinon, pas d'argent. Pas d'argent. Et donc, du coup, tu sais ce que tu vaux, tu connais la valeur de ton travail. Combien je vends. Et je trouve que c'est hyper sain comme manière de faire. Dans un univers dématérialisé où on n'a plus d'attache sur rien, là, en l'occurrence, on sait précisément ce qu'on rapporte. Exactement ce qu'on vend. Et moi, d'ailleurs, c'est quelque chose, même dans mes collabs avec les marques, quand je signe directement avec elles, c'est quelque chose que je mets en avant directement. Tu vois, si une marque, elle est un peu frileuse au début, ou c'est une jeune marque, tout ça, moi, je leur dis directement, si vous voulez, on fait un système d'affiliation. Vous ne me payez pas, ou on paye moins que mon tarif habituel, et on fait une rétrocession de commission. Comme ça, personne n'a perdu d'argent, parce que même moi, j'ai pas envie que les marques, elles se disent, OK, j'ai dépensé tant d'argent pour elles, et puis finalement, on n'a pas été remboursé de ce qu'on a payé, tu vois. Les gens, ils viennent pour nous. Quand tu vas dans un magazine à l'époque et que tu prends un encart dans un magazine, tu sais combien le magazine il est édité et combien de fois il est lu. Là, c'est la même chose en fait. Ouais, t'as le nombre de likes, t'as le nombre d'abonnés, tout ça, mais t'as besoin de savoir combien ça va être vendu derrière. Donc, si la marque elle est frileuse, que j'ai pas bossé avec elle et tout, moi, j'ai pas du tout de gêne à leur proposer ce système d'affiliation. Mais en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un discours qu'on entend énormément de la part des marques. Il y a pas mal de marques qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de travailler avec des influenceurs ou non ? Il y a des marques qui ont eu une mauvaise expérience avec certains influenceurs parce qu'il n'y a pas eu de retour sur investissement. Et là, en l'occurrence, toi, est-ce que tu connais, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ton taux de vente ? Je l'ai pour certains produits. Je peux faire... je sais pas, on va dire que je peux faire 10-15 000 € de chiffre d'affaires pour une marque, pour un produit, et puis parfois ça peut monter à 30 000, 60 000 de chiffre d'affaires pour une marque. Quand j'en parle, je peux pas te dire en termes de vente comme ça, parce que vu que j'ai souvent le retour du chiffre d'affaires, c'est plus en termes de chiffre d'affaires, mais ça dépense largement les centaines de ventes à chaque fois, quoi. D'accord. Et en plus, ce système-là, ce système d'affiliation, c'est accessible à tous. Ça veut dire, même moi qui ai 1000 abonnés sur Instagram, si j'ai envie de m'inscrire et de parler de mes produits préférés, je peux gagner de l'argent en retour. Complètement. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé avec un blog avec 3000 abonnés sur Instagram. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Avec pas de collab, pas beaucoup d'abonnés, et ça a marché. Et tu disais que ça pouvait rapporter à certaines marques entre 10 000, 30 000, voire plus euros pour chaque produit dont tu parles. Et moi, c'est ce que je trouve fascinant chez toi,
c'est que tu poses des photos et des stories comme n'importe quel trentenaire Ouais. sur des produits que tu kiffes. Sauf que toi, tes stories, tes photos, elles ont de l'impact sur l'avenir d'une entreprise, Ouais. d'une marque, Mais c'est sur ça. éventuellement des emplois qui vont se débloquer. Est-ce que tu en as conscience quand tu te prends en photo devant un miroir? Alors, pas souvent directement sur le moment, mais j'ai tellement de relations avec des artisans, des jeunes marques avec qui je suis toujours en contact. Mais j'ai connu des gens qui se lançaient à peine et qui maintenant, je l'ai encore eu la semaine dernière, le message d'une marque avec laquelle j'avais bossé. Hein, je parle de plateau pour manger, tu vois, genre je parle de nourriture. Et il m'a dit, mais en fait, ça y est, on s'est agrandi, on prend des nouveaux locaux et c'est grâce à toi parce que tu as été l'une des premières qui a parlé de nous. Et là, moi, à chaque fois, c'est des marques avec qui je reste hyper en contact pendant des années. On construit des relations et j'en ai tellement des retours comme ça que j'en prends conscience à ce moment-là. Mais ça, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. C'est le plus beau des cadeaux. De me dire que j'ai aidé des gens à se lancer, c'est énorme. Du coup, est-ce que tu brides ton discours par moment s'il y a des trucs qui te plaisent moins? Ou est-ce que, au contraire, tu mets beaucoup plus d'entrain parce que tu sais qu'il y a une petite boîte qui compte Ouais. peut-être sur toi et Ben, tu te dis, je vais essayer de les pousser au max? Ouais, même pas. Je dirais pas que je bride mon discours parce que j'ai beaucoup de propositions de collab. Hein, franchement, on va pas s'en cacher. Donc déjà, j'accepte pas une collab si c'est pas quelque chose qui me correspond. Je me suis jamais forcée à parler d'un produit, mais jamais, jamais, jamais. Les filles, elles le voient. Hein, je suis hyper authentique sur les stories, tout ça. Je suis pas un produit market où je parle d'un produit et ça se voit que c'est marketé, tout ça. Oui, il y a des codes promo, oui, il y a tout ça. Oui, on est payé pour le faire, mais je me force pas à parler d'un produit. Donc, mais par contre, c'est vrai que quand c'est une jeune marque. C'est pas la même chose, tu vois, une jeune marque, elle va jamais te donner un brief, elle va jamais te dire faut faire ci, il faut faire ça, elle va pas du tout te briefer justement, elle va te laisser faire ce que tu as envie de faire et souvent c'est ce qui marche le mieux parce que tu es encore plus naturel et c'est pour ça que ça marche souvent le mieux. Ouais. T'en as marre des briefs des grosses marques Ouais, mais je pense qu'elles font quand même de plus en plus attention parce qu'elles savent qu'on en a marre. Donc, elles te laissent de plus en plus de liberté? Ouais, franchement, ouais. Il y a très peu de marques qui te... Bon, t'as des briefs classiques, évidemment. Et on parle de tel ou tel produit, c'est une sortie, tout ça, mais... Parce qu'un brief, concrètement, pour le grand public, c'est quoi? C'est Un brief, du coup, c'est une explication... typiquement, si je veux vendre cette tasse, Ouais. clique. Du on va coup, te dire, j'arrive. elle est fabriquée à tel endroit, c'est avec telle matière, on a produit en tant de quantité, et puis on revend le produit à tant, et puis on a un code promo. Et donc, du coup, je te ponds un discours, t'es obligé de dire certaines phrases. Ouais, ça, c'est les briefs plus... Ça, c'est les briefs relous. Ouais, relous. Franchement, ils le font de moins en moins. S'il y a vraiment des infos importantes, je te parle d'une crème où vraiment il y a telle odeur dedans et tout, c'est évident, il faut que t'en parles, tu vois, mais ils font de plus en plus attention et ils sont moins... Tout à l'heure, tu disais les filles pour parler de tes abonnés. Ouais. C'est drôle comme formule. Est-ce que tu sais, en pourcentage, combien il y a de filles parmi Il y tes a abonnés? 80% de filles et 20% de mecs. Mon D'accord. pourcentage, il a quasiment jamais bougé depuis le début. Je suis toujours à 80% de filles et à 20% d'hommes. Ok. Ouais. Et donc, pour le coup, pour les filles, elles te connaissent à travers tes photos, tes stories, ta Ouais. bonne humeur, ton énergie, etc. Mais moi, j'aimerais bien que tu me racontes ce qu'on ne voit pas, le reste de ta vie, ce que tu montres pas forcément sur Ouais, les réseaux. Ça se passe on- comment? C'est quoi la vie d'une je pense fille la même qui vie pèse que- 1 million d'abonnés sur Ouais. Instagram? Je pense que c'est la même vie que tout le monde. Hein. J'ai mes chagrins, parfois je suis malheureuse, parfois je pleure. J'ai mes problèmes de famille, comme beaucoup de monde. J'ai mes problèmes de famille, j'ai mes problèmes avec mon mec aussi. Parfois on s'embrouille, comme tout le monde. Et ça, personne ne le verra jamais. J'en parlerai jamais. Tu fais le choix de montrer que le positif. Ouais, je fais le choix de montrer que le positif. Pourquoi? Et s'il y a des choses négatives, comme aujourd'hui, je me suis fait voler ma voiture. Donc, Et t'en as parlé. Et j'en ai parlé. Je suis pas du genre à m'abattre tout le temps sur moi, tu vois. Ouais, je me suis fait voler ma voiture, mais en fait, il y a combien de personnes qui font voler leur smart à Paris tous les jours, quoi, tu vois. Mais la preuve, c'est que tu es venu à l'émission. Ouais, je suis venue à l'émission, mais tu vois, je suis pas toujours je suis pas négative dans l'idée. Je suis assez impulsive, je suis un taureau, je suis impulsive, tout ça. Et je suis pas négative et je suis pas là pour répandre ma négativité sur les réseaux sociaux. Donc, si je vais parler d'un truc négatif, je vais pas le tourner au négatif. Dans tous les cas, je vais le tourner au positif parce que c'est comme ça que je le prends aussi. J'ai pas pleuré, j'ai pas tout ça parce que voilà, en fait. Et la partie business qu'on ne voit pas ressemble à quoi? La partie de business qu'on voit pas, en fait, c'est des heures de travail derrière l'ordinateur, des heures et des heures et des heures à répondre à des mails, à penser à des nouvelles idées pour nouvelle création de contenu. C'est des heures de travail derrière l'ordi que personne ne voit et des heures derrière un téléphone à faire des montages. Je pense que c'est surtout ça, parce qu'après, tout ce qui est partie création de contenu, tout ça, même si les gens ne le voient pas, ils s'imaginent. Et ça, c'est ma partie la plus cool de mon taf, tu vois, de créer du contenu, tout ça. Mais je pense que les gens, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est vraiment des heures derrière un ordi. Mais il y a une vraie dimension entrepreneuriale derrière
derrière tes Complètement, photos, ouais. derrière ton compte, t'es une chef d'entreprise. J'ai commencé en étant auto-entrepreneur. Maintenant, je suis en société depuis plus de 4 ans. Et puis, c'est tout ce que ça a autour d'une société, quoi. Même auto-entrepreneur, c'était pas facile. Hein, donc, il a fallu apprendre tout ça. Ce intéressant, c'est que derrière le nom de Noelita, il y a une petite TPE. Oui. Et il y a certaines personnes qui trouvent que les influenceurs sont vulgaires, inutiles, superficiels. Je peux comprendre parce qu'il y en a qui le sont. Hein. Je dirais pas, on n'est pas tous pareils. Hein. T'as des noms. Non, mais tu vois, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Tu vois, t'as les profils télé-réalité, t'as les influenceurs mode, beauté, tout ça. On est quand même tous différents. Moi, parfois, je vois des trucs sur Insta ou sur Snap ou je ne sais quoi. Perso, je voudrais pas que mes enfants voient ça. Donc, je peux le comprendre qu'il y en ait qui pensent ça. Parce que, oui, il y a certains influenceurs qui sont vulgaires, qui montrent des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc, je dirais pas, ah non, pas du tout. Nous, les influenceurs, on est tous parfaits. Non. Je vais être volontairement provoque. Est-ce qu'à certains moments, tu te dis pas, putain, j'en ai marre d'être un panneau publicitaire, j'ai envie de faire des trucs qui font du sens, j'ai envie de servir vraiment à ma société. Est-ce que parfois tu as cette réflexion-là? Parce que je sais que dans plein de métiers, c'est le cas. Ouais. Si, je l'ai quand même, mais je dirais pas j'en ai marre. C'est juste, je me dis, ok, vas-y, c'est dans mes projets. Là, il faudrait que je consacre plus de temps à faire telle chose ou telle chose, à aider plus d'associations, tout ça. Donc, je l'ai, mais je sais pas, j'en ai jamais marre de ce que je fais. On me force jamais. C'est quand même avec plaisir que je le fais. Donc, je me pose pas en me disant, j'en ai marre, vas-y, il faut que je change. En préparant cette interview, je suis tombé sur un podcast de Kameto, un streamer qu'on a reçu dans l'émission, qui parlait de son métier et qui disait que c'était transmettre des passions. Est-ce que toi, tu le vois comme ça aussi? Est-ce que c'est une transmission de passion? Ouais, complètement. Moi, depuis que les filles me suivent depuis le début, depuis des années, j'en ai certaines qui me suivent depuis le départ. Ça a été passion pour la mode, passion pour la déco, je suis pas trop beauté, passion pour la bonne nourriture. Je suis bordelaise, je suis épicurienne, j'ai toujours montré plein d'adresses. Les filles, elles vont tout le temps dans mes adresses de resto, tu vois, tout ça. Donc, c'est passion pour toutes ces choses-là, passion pour faire la fête. C'est mes petites passions, comme ça, les gens, ils suivent mon quotidien et ils suivent tout ça. Bon, tu parlais de ta passion pour la déco. Ouais. Je te propose qu'on regarde un extrait d'une de tes vidéos. À l'époque, tu retapais ton nouvel appart. Ouais. Et c'est la salle de bain. Moi, je suis fan de ta salle de bain. Donc ici, on a notre meuble vasque. C'est en Silestone, la matière. C'est un petit peu la même matière que notre plan de travail de la cuisine. Et en fait, ils ont moulé la vasque directement dedans. Donc je voulais absolument cette vasque. Vous avez l'impression que c'est moulé dans la pierre. C'était mon rêve également. Donc voilà, en Silestone, notre receveur de douche, il est exactement de la même couleur et de la même matière. Là, notre miroir, alors ce miroir, j'étais super contente de l'avoir trouvé. Il y a une lumière à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez changer, mettre en lumière blanche ou lumière jaune. Et du coup, c'est pas fort, on s'y voit très bien à l'intérieur, parfait pour se maquiller, pour une salle de bain où il n'y a pas de fenêtre du jour. Moi, je voulais parler de cette période où tu postais ce genre de photos. Moi, je t'ai connu comme ça, ouais. Grâce à ces vidéos où tu retapais ton appart, où tu postais des photos au jour le jour et des vidéos de l'avancée des travaux. C'est un moment où tu as élargi ta communauté. On sent qu'il y a de plus en plus d'abonnés qui sont venus vers toi. Est-ce que tu dirais que la décoration est un domaine moins clivant que la mode ? Parce que je m'explique, avec la mode, tu dois faire en fonction de ta corpulence, de tes complexes, de ton âge, de ton genre, alors que la déco, c'est plus universel. Ouais, c'est plus universel. Pour moi, la déco, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les abonnés. Et pareil, tu vas avoir plus hésiter à prendre une fringue un peu plus chère parce que finalement tu vas pas la porter très longtemps, alors qu'une pièce de déco tu peux mettre un peu plus de budget parce que tu sais que tu vas la garder des années parfois. Donc non, il y a un vrai truc autour de la déco et les gens, ça les intéresse énormément, la déco. Donc c'est un vrai sujet qui intéresse mes abonnés en tout cas. Depuis le confinement notamment ? Ouais, depuis le confinement, ça a explosé pendant le confinement. Moi, j'ai emménagé 15 jours avant le premier confinement dans mon appart, après un an de travaux, donc le temps de bien tout peaufiner, tout ça. Mais depuis le confinement, ça a explosé, la déco. Ce que je trouve hyper intéressant, tu parles de déco et de mode dans tes vidéos et sur ton compte Instagram, et en l'occurrence, c'était le domaine des magazines féminins dans les années 70-80. En réalité, toi, t'es Marie-Claire et elle, toi toute seule. Ouais, c'est ça, c'est vrai. J'aimerais qu'on parle d'une de tes autres activités, parce que tu es sur Instagram, mais tu es aussi chef d'entreprise et tu as lancé une marque de prêt-à-porter récemment. Oui. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, tu faisais notamment beaucoup de bikinis. Oui. Et j'ai lu récemment que la dernière gamme a reçu pas mal de critiques parce que certains de tes abonnés trouvaient les produits un peu chers. Un peu cher, ouais. Et ils trouvaient ça un peu étrange parce qu'ils t'ont connu. Parce que tu parlais de trucs pas chers. Ouais. Et là, soudainement, tu vends des produits qui sont
beaucoup plus cher, Beaucoup plus cher. haut de gamme. Bah, ça a été un vrai sujet quand on s'est posé sur cette marque-là. Donc, il y avait la marque de bikini. En fait, cette marque a été créée il y a un peu plus d'1 an maintenant, mais à la base, c'était une co-création que je faisais avec une marque, donc Audrey, qui est mon associée maintenant sur cette marque NHLT, depuis plusieurs années. Dans le bikini, on est en milieu de gamme. Tu as vraiment les bikinis pas chers, tu as les bikinis beaucoup plus chers, et nous, on est en milieu de gamme. Les filles n'ont jamais eu de problème avec les prix des bikinis parce qu'ils sont d'excellente qualité pour les prix, pas de souci. Et là, on a sorti notre première collection de textiles, et en fait, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait fabrication made in China plus loin, avec les impacts que ça a, ce que je présente au quotidien sur mes réseaux, il faut être clair, je présente des produits qui viennent de là-bas au quotidien, mais c'est pas forcément ce que mes abonnés recherchent, puisqu'elles me demandent de faire plus proche tout ça, donc on a décidé de fabriquer au Portugal. Elles demandent de faire plus attention à l'environnement, notamment, au droit du travail. Moi, ça a été très compliqué. Je peux pas dire que je peux travailler avec des marques qui produisent ici, en France, en Europe, tout ça, parce qu'elles me correspondent pas forcément au style vestimentaire que je porte. Donc c'est compliqué. Ni au budget que tu veux mettre en avant. Ni au budget. Oui, parce qu'en fait, si j'avais habitué ma communauté, maintenant ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux, j'aurais pu les habituer déjà depuis quelques années avec des tenues toujours plus chères, en fonction, voilà. Mais ça me correspond pas forcément au niveau du style vestimentaire. Donc nous, on a créé notre propre marque, on a pu la créer au Portugal, ça n'a pas été facile du tout, pour trouver des usines qui veulent bien nous ouvrir leurs portes, parce qu'on ne fait pas fabriquer en énorme quantité, on est une jeune marque, tout ça. Ça n'a pas été facile, mais du coup, on a les prix qui correspondent à du Made in Portugal, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus cher que le Made in China. Mais voilà, j'ai voulu faire, parce que c'est ma propre marque, et j'ai voulu faire attention à ça, les écouter. J'aurais très bien pu faire fabriquer en Chine, le vendre beaucoup moins cher, effectivement, et faire beaucoup plus de quantité. Là, c'est aussi, on sait qu'on vend beaucoup moins, mais voilà, j'ai écouté aussi une partie de ma communauté qui voulait ça, et je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais voilà, on a des super produits. Est-ce que le fait de te lancer dans le prêt-à-porter, justement, et de faire attention à tout ça, ça te permet de te poser certaines questions sur la fast fashion, sur Franchement, ce phénomène-là ? c'est vraiment compliqué pour moi, parce que c'est mon cœur de métier, la mode. Personnellement, même si j'aimerais bien que ce soit différent, j'aime trop changer tout le temps de tenue. En fait, ce serait hyper hypocrite de dire ok, je vous présente que ça sur les réseaux, mais de continuer à aller me ruer chez Pull&Bear ou Stradivarius. En fait, j'ai augmenté mon pouvoir d'achat depuis 7 ans. C'est absolument pas le même, mais je continue de m'habiller toujours dans les mêmes marques. C'est-à-dire que demain, même si je ne fais pas ce métier, je vais continuer à aller m'acheter des fringues pas chères, quoi. En fait, et donc ça serait, j'ai pas eu le déclic, parce que c'est pas que j'ai pas eu le déclic, parce que moi, mon pouvoir d'achat, il a augmenté. Donc je pourrais aller m'acheter des fringues plus chères, mais c'est que ça ne me plaît pas, tu vois. Et puis après, tu parles de certaines marques qui sont plus chères, mais en fait, derrière, regarde pas les étiquettes, elles viennent aussi de Made in China, quoi. Vraiment des marques responsables, il y en a pas tant que ça, quoi. Globalement, on parlait de tes relations avec tes abonnés, et moi, j'aimerais bien savoir comment tu arrives à rester proche des attentes de tes abonnés, alors que ta vie a un peu changé. Tu le disais, ton train de vie a vraiment évolué. Ouais. Tu gagnes de l'argent, tu n'es plus l'étudiante qui bossait chez Leclerc, que tu étais à tes débuts. Et comment tu arrives à parvenir à rester en prise avec leur réalité en n'ayant pas tout à fait la même? Je pense que déjà, j'ai grandi avec mes abonnés. Mes abonnés, elles ont globalement, le plus gros pourcentage que j'ai, c'est 25-35 ans. Donc, elles ont globalement mon âge. J'ai grandi avec elles. Et je pense que finalement, parce que derrière, on dit oui, mais le fast fashion, tout ça, je pense qu'en fait, ce qui leur plaît toujours, c'est que même si mon train de vie il a évolué, même si tout ça, je fais toujours la promotion de marques qu'elles peuvent toujours s'acheter. En fait, moi, au début, je me suis fait connaître parce que les filles pouvaient venir sur mon blog, trouver un article, si elles le voyaient, qui lui plaisait, elles pouvaient se l'acheter. T'avais pas un problème de budget, tu viens toujours, aujourd'hui, en 2021, sur mon blog, sur mon Insta, il y a une pièce qui te plaît, tu peux toujours te l'acheter. Je vais pas faire la promotion de marques de luxe, on m'a déjà proposé, j'ai des marques qui viennent me voir. Parfois, je sais que ça, je vais pas revendre parce que ma communauté, elle va pas acheter. Et donc, je dis non directement, tu vois, je prends pas le budget, je dis non, je sais que je vais pas vous faire de vente, tu vois. Donc, en fait, finalement, je fais pas la promotion de ces marques-là. Moi aussi, je m'achète des sacs de luxe de temps en temps. Tout ça, même si je suis pas une grande folle de tout ça. Mais j'en parle même pas, tu vois. Genre, je vais le montrer comme ça, mais je m'en fiche, quoi. Elles sont pas là je suis pas là pour leur vendre des trucs chers. Et je pense que c'est ce qui leur plaît toujours. Il y a une phrase de Charlie Chaplin que j'aime beaucoup, je te la lis. La célébrité vous donne l'impression que tout le monde vous connaît, mais en réalité, vous ne connaissez personne. Toi, tu es suivi par 1 million d'abonnés et tu dois être dans une situation un peu chelou parce que les gens ont vraiment l'impression de te connaître. Ils te voient au quotidien. Tu postes énormément, notamment en story sur Insta. Alors pour toi, tu ne les connais pas vraiment, elles ne sont que des datas, même si je pense que tu as énormément d'attachement pour elles.
mais tu ne les connais pas du tout. Et donc, du coup, quand tu les rencontres dans la vie, c'est en c'est un fait, peu particulier. tu sais, il y a ce truc avec les réseaux sociaux où finalement les gens ils se sentent quand même assez proches de toi. Donc t'es pas un acteur, t'es pas un grand chanteur, tout ça où les gens ils osent pas venir te voir. Moi, quand on me croise dans la rue, les filles elles viennent tout le temps me voir, quoi. C'est rare quand elles osent pas. Elles viennent tout le temps me voir, elles viennent tout le temps discuter. Donc déjà, ça casse cette barrière-là. Donc moi, je les rencontre souvent. Et puis en fait, quand elles viennent me voir, je sais exactement ce qu'elles savent de moi, tu vois. Donc elles ont l'impression de me connaître. Je sais très bien ce qu'elles savent de moi. Bah elles savent pas plein d'autres choses, mais c'est pas grave en fait. Donc quand on se parle. C'est comme si on se connaissait parce que je sais très bien ce que je leur ai dit sur les réseaux. Donc je sais qu'elles sont au courant de ça. Je sais qu'hier, il s'est passé telle anecdote et elles vont m'en parler. Donc en fait, il y a ce truc où c'est finalement assez naturel parce que je sais ce que je leur dis. Et voilà, et on se parle parce qu'on est juste derrière des écrans et c'est assez facile l'échange. Mais ce que je trouve profondément authentique chez toi, c'est que justement, t'es la bonne pote, mais t'es pas non plus la grande sœur. Parce qu'il y a plein d'influenceuses qui surjouent le côté proximité. Toi, tu le surjoues pas. Non. Il y a une distance. Tu sais que tu les connais pas très. Tu les connais pas. Moi, je connais rien de. Il y a certaines où je connais très bien leur vie parce que ça fait des années qu'on se parle et que maintenant je connais toute leur vie. Elles m'envoient des photos de leur bébé quand elles tombent enceintes, tout ça. Mais sinon, moi, je connais rien de leur vie. C'est elles qui connaissent des choses de moi, de ce que je leur dis sur les réseaux. Mais moi, je les connais pas. Donc. Et dans tes vidéos et dans tes stories, on le sent. Tu mets une distance entre elles et toi pour te protéger. Bien sûr, évidemment, c'est très important. Nolita, c'est bientôt la fin de l'émission. On a une rubrique dans Pouce pour clôturer l'émission. Ça s'appelle pouce bleu, pouce rouge. En gros, je te soumets certaines propositions. Si tu aimes, pouce bleu. Si tu n'aimes pas, pouce rouge. Est-ce que tu es prête? Allez, c'est parti. Les jogging, pouce bleu ou pouce rouge? Pouce bleu. Est-ce que tu peux me parler de ta passion pour les jogging? J'en porte tous les jours, donc c'est pas compliqué. Mais là, je vais rentrer à la maison, je vais mettre un jogging, j'en porte tous les jours. Maintenant, je vais tous les jours au bureau, donc j'essaie d'en porter un peu moins. Mais dans tous les cas, dans la journée, je vais mettre un jogging. Mais ce qui m'éclate, c'est que pendant des années, c'était le cauchemar des blogueuses. Moi, je l'ai mis il y a des années déjà avec des escarpins et je le portais déjà de façon décalée. Ouais. Les influenceurs à Dubaï, pouce bleu ou pouce rouge? Bon, écoute, je dirais pouce orange. J'irai pas à Dubaï, moi, mais je vais pas mettre pouce rouge. Il y en a certains qui ont l'air de s'y plaire. Je les laisse, mais c'est pas mon délire. Est-ce qu'en termes d'éthique, c'est pas dérangeant d'avoir fait fortune en France, bénéficier de la communauté des Français et bénéficier de la fiscalité de Dubaï? Moi, je le dis clairement, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi aussi, je paye beaucoup d'impôts en France, mais je les paye en France. Les gens qui te demandent, est-ce que tu fais des UV? Pouce bleu ou pouce rouge? Pouce rouge, j'ai pas fait d'UV, j'en ai déjà eu fait, mais au moins 4 ans que j'ai pas mis un pied dans une salle d'UV. Mais ça me fascine parce que c'est un truc qui revient souvent. Ah ouais, tout le temps, c'est un truc de fou. Et c'est comme si tu devais rendre des comptes sur ton propre corps. Ouais, c'est un truc de fou. Chaque fois qu'on me le sort, je dis mais putain, j'ai pas mis les pieds dans une cabine d'UV depuis 4 ans. Non, je suis mat de peau. Mais c'est ça d'avoir 1 million d'abonnés sur Instagram, t'as l'impression qu'en réalité tu t'appartiens plus, t'appartiens aussi mais bon, aux gens qui suivent. C'est le débat, le bronzage. La disparition des likes sur Instagram, ça fait longtemps qu'on en parle et dans les prochains jours, Insta va donner la possibilité aux utilisateurs de cacher le nombre de likes. Pouce bleu ou pouce rouge? Je savais pas. Pouce bleu. T'es pour? Ouais. Tu penses que ça crée une certaine... Complètement. Un certain problème, le fait de montrer des likes, d'afficher des likes? Au début, j'étais pas pour quand ils en ont parlé. Ça me dérangeait parce qu'en fait, on s'est battu pendant des années pour avoir de plus en plus de likes, tout ça. Mais maintenant, en fait, j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui ont des enfants et des ados et tout ça. Et en fait, c'est devenu trop important, les likes. Trop important. Et en fait, je sais même pas pourquoi nous, on devrait baser notre métier là-dessus, puisque notre métier, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de vendre un produit et que la marque, elle ait un retour sur son investissement. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de likes? On s'en fout des likes. Ouais, peu importe les likes, l'important c'est de vendre des produits pour toi. C'est de vendre des produits pour la marque, c'est ça le but, on s'en fout des likes. Donc, mais est-ce que pour autant ça a eu un impact sur ta vie, sur tes humeurs, quand tu postes une photo et qu'elle est moins likée? Ouais, si, bien sûr. Mais en fait, l'algorithme Instagram, il a tellement changé depuis des années que... Maintenant, vas-y, je m'en fiche, quoi. J'ai décidé de vivre avec. Moi, je me suis jamais trop pris la tête avec ça. Mais oui, à un moment donné, bien sûr que tu te remets en question. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que là, je fais aussi peu de likes? C'est bon, on a compris. Insta, parfois, il boycotte un peu certaines photos. C'est comme ça. Ça te fait chier de dépendre d'algorithmes? Ah oui, par contre, ça me fait chier de dépendre d'un algorithme, ça, clairement. L'idée, c'est quoi, à terme? C'est de... non, mais juste qu'on revienne comme on était à la base, quoi. Il n'y avait pas d'algorithme. Tu postais, blogs. Les gens qui étaient... voilà, c'est ça, les gens qui voulaient voir ton contenu, enfin, il était affiché sur leur... Maintenant, tu as des publications qui ont été postées il y a 4 jours, tu les as le jour J dans ton feed, voilà, c'est juste qu'on revienne sans algorithme, genre un truc normal. Merci Nolita d'être venue sur Click TV. Alors on peut te suivre sur ton Instagram et on peut te suivre aussi sur tes autres réseaux, notamment ta chaîne YouTube. Exactement. Où tu poses des formats un peu plus longs. Un peu plus long.
Et pour le coup, pour ceux qui ont plus l'habitude de YouTube, je trouve que c'est une manière accessible de t'appréhender et d'appréhender ton univers. Pouce, c'est terminé. Merci à vous d'avoir regardé. Merci aux équipes de Click TV. Prenez soin de vous. À très bientôt.